Alors, bonjour, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, amis téléspectateurs de la Canody Télévision, bonsoir, le plaisir. Nous l'avons ce soir lorsque nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission dans le Viseur Plus, dans le Viseur Plus, édition de ce jour 22 avril de l'année de grâce 2018. Vous pouvez le comprendre, le Talmud, donc, c'est la Bible de Jérusalem qui dit ce que l'intelligence et la sagesse n'ont pas pu faire. Le temps, oui, le temps le fait. Et le temps, ce soir, nous donne l'opportunité de mettre sur la table du débat deux thématiques qui sont à l'ordre du jour. La première est liée certainement à l'élection présidentielle 2018. Et alors, le grand questionnement, ou alors la question, c'est de savoir quelles sont les chances d'une opposition qui va aux élections en rang dispersé. Quelles sont les chances d'une opposition qui ira à cette élection en rang dispersé. Et la deuxième thématique est certainement liée à la crise anglophone. Alors, la question, c'est à quand la fin? À quand la fin? Ou alors, à quel moment est-ce que nous sortirons de l'auberge? C'est ça, donc, les deux thématiques de ce soir. Vous savez, comme dans toutes nos différentes émissions, nous ne les faisons pas seuls. Nous sommes accompagnés des érudits, des personnes qui sont à même de mieux nous étayer, de mieux nous expliquer, des sujets qui sont mis sur la table de débat. Nous sommes déjà confortablement bien installés. Nous commencerons par Koupita Damou. Koupita Damou, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être dans ce studio de Canody TV pour la première fois et j'espère que je serai à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Vous serez à la hauteur. Car ici, ce n'est pas la prison, ici, ce n'est pas la guerre, vous avez compris. Alors, comment vous allez bien? Oh oui, je vais bien, en dépit de tous les mots qui minent le Cameroun actuellement. Je peux dire que je vais rentrer bien parce que je suis debout. Je continue le combat politique. Et je crois que aussi longtemps qu'on aura le souffle, on continuera ce combat. Parce que notre pays est le seul et unique bien que Dieu nous a donné. Ok, nous avons vu la dernière fois dans les parterres de la Cour constitutionnelle, dans le cadre des élections sénatoriales. Alors, vous avez une idée comment ça s'est passé quand même les sénatoriales? Vous étiez candidat? Mais si vous m'avez vu au Conseil constitutionnel, c'est parce que j'étais candidat. J'étais candidat tête de liste de l'Union démocratique du Cameroun pour la région de l'Ouest. Et je rappelle ici que l'UDC avait participé à ces élections dans deux régions, les deux régions où nous avons des conseillers municipaux, notamment la région de l'Ouest et la région du littoral. Et moi, j'avais l'honneur et la responsabilité de conduire la liste de la région de l'Ouest. Et si vous avez vu au Conseil constitutionnel, c'est parce qu'on avait fait un recours en annulation totale des élections dans la région de l'Ouest, pour des motifs que nous avons suffisamment élucidés devant les sages du Conseil constitutionnel, même si, à terme, en dépit des arguments forts qu'on a développés, on a eu l'impression que la sentence était véritablement préparée d'avance et qu'il fallait absolument lui ce qui était déjà préparé. Mais Koupita Damou, est-ce que votre disque-là n'est pas déjà rouillé? Apparemment, lorsque toutefois il y a des élections, vous avez toujours cette arrière-pensée ou alors vous allez toujours en avant pour la contestation. Est-ce que ce n'est pas déjà du déjà entendu pour Koupita Damou? Non, je ne dis pas que j'ai toujours, je vous dis, il y a des comportements institutionnels qui visent à décourager les acteurs politiques à faire ce qu'ils doivent faire. Et moi, je crois que l'une de mes qualités, c'est de ne jamais céder au découragement. Lorsque je pense que j'ai raison, je crois que je suis engagé en politique en m'inspirant d'abord au premier chef de la parole de Dieu. Pour moi, au-dessus de la Constitution, il y a d'abord la Bible ou le Coran. Il faut dire, quand on veut travailler dans ce sens-là, on a un objectif, on a une finalité, il faut aller en dépit de tous les obstacles. Parce que les obstacles qu'on trouve sur le chemin, pour moi, sont des épreuves que Dieu envoie. Et pour voir si vous êtes à la hauteur de les affronter de manière optimiste. C'est pour ça que je continue le combat en sachant que le temps de Dieu est le meilleur. Il y aura un moment où ce combat va porter le fruit. Et le fruit, ce n'est pas pour mon intérêt personnel ou l'intérêt de mon parti, c'est pour l'intérêt de la nation camerounaise qui, comme vous le savez, souffre énormément.
souffre énormément en dépit des ressources multiples dont le Seigneur a doté ce pays pour que ses enfants vivent un niveau d'aisance relativement bien sur le plan mondial. Vous êtes compris Koupita Damou, mais en dehors des élections sénatoriales, est-ce que vous avez une information que vous aimeriez bien partager avec le peuple camerounais qui vous écoute à l'instant? Non, je crois que pour ce qui est de ces élections sénatoriales, en dehors des élections sénatoriales, bien sûr. Je dis que notre pays et le peuple camerounais doivent comprendre qu'il faut absolument continuer à soutenir les acteurs politiques de l'opposition parce que en face, on a un pouvoir qui est sourd, on a un pouvoir qui est déterminé à prendre le pays en otage dans le but de s'accaparer de toutes les ressources, pas au mieux des intérêts de tous les citoyens, mais au mieux des intérêts du cercle des privilégiés que le président constitue autour de lui. S'agissant des informations, j'ai eu une information importante, et je crois dans le nord-ouest, dans le sud-ouest du pays, où le cortège du gouverneur a été frontalement attaqué. Le préfet a eu le dernier souffle de courage pour quand même arriver à faire cette installation. Et lorsqu'on fait l'installation, il n'y avait pas de population. On avait pour population que les bires et les gendarmes et autres. Nous allons revenir à la deuxième Je pense thématique. que c'est un message fort. C'est un message fort. Pour comprendre que le pays va mal. Ok, je crois que nous allons y revenir pendant la deuxième thématique. Tout de même, merci Koupita Damou d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Nous allons recevoir cet autre invité. Lui, c'est le président du MOUREP. Lui, c'est Fabien Assigana. Je vous dis bonsoir. Et je dis bonsoir aussi, merci de m'inviter. J'avais un beau studio ici et j'espère qu'on sera ici tout le temps. Ah, Fabien, vous allez bien, je vous vois sourire. Ça va? Vous êtes dégagé? Bon, ça va, ça va. Vous êtes dégagé? Il n'y a pas de biscuits? Il n'y a pas de coup de gueule ce soir? Ça va? Bon, j'ai pas de coup de gueule, okay. Mais je parle beaucoup. Heureusement pour Fabien Assigana qui n'a pas de coup de gueule ce soir. Bon, voilà. Si vous fallait dire un bonsoir particulier ce soir à quelques membres du MRC, vous commencerez par quel membre, par exemple? Du MRC ou du MOUREP? Non, je parle du MRC, voilà. Je parle dans la bouche, non? Après, vous allez dire que j'ai un coup de gueule. Bon, je pense que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui se passe ou qui s'est passé, je demeure très ami avec Maître Sim. Je le salue. Maître Sim uniquement? C'est avec lui que j'ai gardé une amitié sincère. Pourquoi Non, j'ai gardé tout simplement une amitié. Il est resté sincère, fidèle en amitié. Et beaucoup n'ont pas été sincères et fidèles en amitié. Bon, ceux qui n'ont pas été sincères et fidèles, vous dévoilez leur casserole. Ça veut dire que le jour où Maître Sim ne sera plus sincère, vous allez aussi sortir ces casseroles? Non, je ne sors pas les casseroles contre les gens. Je sors les casseroles contre mes adversaires politiques. Et s'il faut les gêner, je ne vais pas me gêner. S'il faut du pléonasme, s'il faut les gêner, je ne vais pas me gêner de les gêner. Alors, mais maintenant, est-ce que le président du MOUREP a eu une information qu'il aimerait bien partager avec l'ensemble des téléspectateurs qui ont le privilège de le regarder à l'instant? Bon, je pense que la plupart le savent déjà. J'ai eu le malheur l'année passée, j'ai perdu mon épouse. Et je me suis dit à un certain âge, on ne peut plus attendre longtemps. Et j'ai recommencé une nouvelle vie. Et beaucoup le savent déjà, j'ai eu une jolie petite fille le 9 de cet avril à 6h12 du matin. Une jolie petite fille, c'est-à-dire votre nouvelle épouse a enfanté ou alors... Nous ne sommes pas encore mariés, ça viendra bientôt. Donc, avant les prochaines à peine la dame partie, vous avez bombardé, vous avez pris une autre fille et vous avez eu un enfant. Je n'ai pas bombardé. J'ai commencé vous avez fait comment? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé une nouvelle vie exprès parce que j'ai 66 ans et je n'allais pas rester 1, 2, 3 ans jusqu'à 70 ans. Mais à peine un an. Il n'y a pas une date fixe pour recommencer. Il n'y a pas une date fixe. Et à peine un an où il y a un enfant qui est arrivé? Il n'y a pas une date fixe. Si nous allons dans les forêts populaires et qu'il arrivait qu'on vous dise par exemple que vous avez précipité pour pouvoir prendre, vous savez... Vous savez, quand je parle en politique, les gens disent que je dis ceci, je dis cela, je dis mais c'est mon choix. Donc ceux qui disent que j'ai précipité, c'est toujours leur choix que je respecte, mais je leur dis que je suis heureux avec ma nouvelle compagne et surtout avec ma jolie petite maman, parce que je lui ai donné le nom de ma mère.
Okay. Elle s'appelle Sarah. Bella. Sacré Fabien Asigana. Je suppose que ça fait moins de 8 mois que la dame est partie. Mais nous sommes ça fait pas moins de 8 mois. Elle est partie au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois qui arrive dans bientôt. Donc, à peine vous couliez encore les larmes. 11 mois. À peine les larmes n'étaient pas encore bien séchées que Fabien avait déjà récupéré. Fabien. Vous savez, j'ai fait presque 2 ans avec ma femme et elle a beaucoup souffert et j'ai beaucoup souffert. Et quand elle est partie, ce n'est pas que je lui souhaitais la mort, c'était surtout pour elle. Et moi-même aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et je n'étais plus en mesure de continuer tout seul. Il me fallait un appui. Et vous savez, bon, quand vous avez un appui et que c'est une jeune dame... Les membres de la famille n'étaient pas à côté. Y compris même ma belle famille. Hein, et comment vous savez, comme elle a été malade... Comment est-ce que la belle famille a apprécié le fait qu'à peine leur fille soit décédée, que vous ayez pris immédiatement? Comment est-ce que la belle famille a apprécié cet aspect-là? Et là, ils étaient quand même contents. Non, je vais vous dire tout simplement qu'en ce moment, je n'ai pas de relation avec eux. Et c'est eux qui ont coupé, mais ça n'avait absolument rien à voir parce que la situation d'aujourd'hui était postérieure à cette situation-là. Donc, bon, c'est une affaire un peu personnelle. Je préfère ne pas y aller. C'était juste une parenthèse. Sacré Fabien Asigana. C'est vrai quand même que l'histoire retiendra. Je crois que le professeur Maurice Kamto, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission, est en train de vous regarder et puis a pris note, certainement. Là aussi, quelques biscuits. Voilà, nous allons prendre Fabien Asigana, nous allons prendre juste un temps de souffler en musique. Nous allons écouter cette jeune fille qui chante « Jésus ne fait pas le buzz ». Et c'est une réalité. Jésus ne fait pas le buzz avec la jeune Indira. Regardons plutôt et revenons juste un instant après. Toc toc toc, Jésus réponds-moi. N'est-ce pas c'est toi qui as dit, frappez, on vous ouvrira. Toc toc toc, Jésus ouvre-moi. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Jésus explique-moi, j'ai envie de comprendre. Réponds à toutes mes questions, sinon je vais me morfondre. Pourquoi tant de haine? Pourquoi la terre s'effondre? Pourquoi le mal domine le monde? J'ai envie de comprendre. Tu dis que t'es Dieu, non? Que tu sais tout, non? Que tu peux tout, mais pourquoi tu permets que tout ça arrive, non? Soit tu n'existes pas, ou alors tu n'es pas tout puissant. Si c'était pour faire ton buzz, sache donc que ce n'est pas réjouissant. Jésus, Jésus, non, non, tu ne fais pas le buzz. Jésus, Jésus, non, non, tu n'aimes pas le buzz. Quand tu es mort pour nous sur la croix, ce n'était pas pour faire le buzz. Tout ce que tu dis dans la Bible, ce n'est pas pour le buzz. Jésus, Jésus, non, non, tu ne fais pas le buzz. Jésus, Jésus, non, non, tu n'aimes pas le buzz. Indira, moi aussi j'ai une question à te poser. Pourquoi tes cheveux sont ébouffés? Pourquoi t'es mal coiffé? Je conclus qu'il n'y a pas de coiffeur sur terre. Pourquoi tu dis cela? Il y a plein de coiffeurs ici-bas. Je ne suis pas allée me coiffer parce que je n'ai pas eu le temps pour ça. Ah, voilà ma fille. Comme t'as pas eu le temps de te coiffer, c'est aussi comme ça que les gens n'ont pas le temps de venir vers moi. Si mes enfants me cherchaient de tout leur cœur, la terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, Jésus, non, non, tu ne fais pas le buzz. Jésus, Jésus, non, non, tu n'aimes pas le buzz. Quand tu es mort pour nous sur la croix, ce n'était pas pour faire le buzz. Tout ce que tu dis dans la Bible, ce n'est pas pour le buzz. Jésus, Jésus, non, non, tu ne fais pas le buzz. Jésus, Jésus, non, non, tu n'aimes pas le buzz. Mes frères, mes sœurs, je vous assure, Jésus répond. Il guérit, il délivre et nous accorde son pardon. Il peut chasser le diable de ce monde, mais à une condition. Allons vers lui et on trouvera vite la solution. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Riche, pauvre, blanc, noir, métis, albinos, tu seras toujours heureux si tu crois en l'éternel. Ta foi et tes prières vont mettre Satan dans la fosse.
aka Boza. Ok, merci à la petite Indira qui nous a véritablement plongé dans un moment de concentration, mais encore dans un moment de méditation. C'est une réalité que Jésus ne fait véritablement pas le buzz. Et voilà, pour ne pas faire également dans le buzz, nous allons parler des élections présidentielles 2018. Et je commencerai véritablement, c'est vrai que ce soir nous avons deux leaders d'opposition. Nous commencerons certainement cette fois-ci avec l'homme du Morep. Alors, Fabien Sigana, les élections présidentielles 2018, les chances d'une opposition en rang dispersé. Vous savez que rang dispersé, c'est déjà sûr. On va en rang dispersé, ça c'est sûr. Et il n'y a même plus le temps. Parce que pour avoir un candidat unique, il faut un programme commun. À quelques mois, est-ce qu'il est encore possible de faire un programme commun? Ce n'est pas possible. Vous allez dans un parti et ils sont pour le franc CFA, le Morep est contre le franc CFA, quel programme commun on peut faire ensemble? Vous savez, il y a beaucoup il y en a qui sont, il y en a qui sont pour la double nationalité, il y en a qui ne sont pas pour la double nationalité. Quel programme commun on peut faire? Il y en a qui sont tolérants pour l'homosexualité, il y en a qui sont totalement contre, qui veulent qu'au contraire on renforce les lois. Quel programme commun on peut mettre ensemble? Donc il est pratiquement impossible de mettre un programme commun ensemble. Mais ce qui est désolant, c'est que les gens passent le temps à vouloir tromper le peuple camerounais, à faire des photos op, comme on dit. Ça dit, je suis allé saluer mon ami Koupita Adamo, il y a un rapprochement UDC, Morep, tout ça pour du cinéma, alors qu'il y a des choses sérieuses. Chacun raconte que bon, nous sommes en train de réfléchir comment faire une coalition. Quelle coalition? Ce n'est plus possible. Bon, voilà, je vous ai compris, Fabien Sigana. Je voudrais quand même savoir, hein, ça veut dire, puisque vous dites que faire une opposition, l'opposition, selon vous, selon vos différents propos, ça veut dire que c'est une évidence que l'opposition aille aux élections présidentielle de 2018 en rang dispersé. C'est une évidence. C'est une évidence. Et moi, je disais, parce que vous avez demandé si on a la chance ou pas. Oui. Parce que c'est là, en fait, votre question. Oui, donc, j'étais en train de faire un certain développement. Et dans le développement, je continue en disant que la seule chose qui peut encore, par rapport à l'opposition, nous ajouter, on dit multiplier un petit peu quelques chances, c'est créer une force pour demander un code électoral. Il y a Koupit qui parlait tout à l'heure qu'il était à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est aux ordres du président de la République. Elle est quand même aux ordres du président de la République. Mais pourquoi il est impossible, pendant qu'il est encore temps, imaginez-vous, le SDF, l'UDC, le MRC, le Morep, le CPP, on se retrouve ensemble, on sort un document commun et nous allons voir le gouvernement. Et on voit aussi l'Assemblée pour leur dire que nous exigeons, nous à l'opposition. Si on n'est pas capable de le faire, ça veut dire que les gens sont en train de s'amuser. Et moi, j'ai toujours dit ça. Et chaque fois que j'écris, j'ai écrit à tous les présidents de vous avez également écrit à l'UDC c'est ça que je lui disais tout à l'heure avant l'émission, qui m'a dit, bon, comme il avait d'autres problèmes, mais ce n'est pas à lui que j'ai écrit directement, ils ont quand même un bureau. Et j'ai écrit à tous, mais il n'y a personne qui répond. Ok, voilà, vous êtes compris dans tous les cas. Mais il y a une chose que je veux rajouter tout simplement, c'est que comme ils ont décidé que chacun va seul, maintenant chacun va tenter, on ne sait jamais. Parce que aujourd'hui, là, le peuple camerounais en a marre. Mais maintenant, c'est celui qui sera, quelqu'un peut être très convaincant et on ne sait jamais, il s'en sort. C'est comme ça Obama est devenu président. Vous pensez que c'est la loterie, vous voulez faire la loterie, la fika? Non, ce n'est pas une loterie. Ça veut dire qu'il faut prendre sa chance. Il ne faut pas avoir peur. Ok. Koupita Adamo, nous avons là, lorsque nous essayons quand même d'essayer de faire l'état des lieux, nous pensons que, nous voyons que le RDP, c'est quand même une machine, une grosse machine, qui est implantée presque dans toutes les régions, et même dans les districts, dans presque toutes les chefferies. Bon, voilà. Je voudrais savoir, une opposition forte, une opposition unie, ne ferait-elle pas l'affaire? Ne pourrait-elle pas résister? Pourquoi est-ce que des partis politiques iraient en rang dispersé lors d'une élection présidentielle de 2018, par exemple? Voilà, merci. Je pense que le président Fabien Sigana disait tout à l'heure que l'impossibilité de construire une dynamique d'ensemble,
sein de l'opposition serait difficile à cause de la divergence idéologique. Moi, je crois que c'est possible. Parce qu'il ne s'agit pas ici de s'unir pour un mandat ordinaire. Nous, à l'UDC, nous pensons que une union de l'opposition autour d'un programme commun que nous tous, on a déjà exprimé, c'est-à-dire une période transitoire qui sera destinée à mettre sur pied des institutions républicaines et démocratiques. Nous, là, nous savons que le MOREP est pour l'élection présidentielle à 2 tours. Nous savons que le MOREP est pour l'instauration d'un bulletin unique dans le système électoral camerounais. Nous savons que le MOREP, comme l'UDC, comme les autres partis, comme le RMC, le SJF, est pour la véritable séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça renvoie à une réforme constitutionnelle. Donc la réforme constitutionnelle, c'est ce qu'on pourrait dire l'organisation, la réorganisation du pays en vue de remettre les institutions sur les rails de la démocratie et du développement républicain, ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce que tout le monde sait que le renouveau a travaillé à mettre les institutions au service, pas du pays, mais au service de la politique politicienne du groupe qui gouverne le pays actuellement. Donc c'est ça le problème. Il a tout à l'heure parlé de la caporalisation de l'ECAM ou même du Conseil constitutionnel et comme toute autre institution par ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne soit plus comme cela? Il faut la réforme. Il faut une commission nationale d'élection indépendante. Il faut une cour constitutionnelle et non un conseil constitutionnel comme c'est le cas actuellement. Il faut une cour des comptes et non la chambre des comptes comme c'est le cas actuellement. Donc ça c'est le programme minimum que tous les acteurs de l'opposition, c'est-à-dire il n'y a aucun parti de l'opposition camerounaise sérieux qui ne soit pas d'accord avec cela. On peut donc former cela comme le programme minimum commun. Et on s'organise pour une période transitoire de 2 ans ou 3 ans ou trop. On choisit quelqu'un qui peut gérer cette période-là. Et on dit voilà, donc dès que ça finit, on sait que maintenant, le pays est à même d'organiser des élections et que celui qui sera élu soit le reflet de la volonté exprimée par le peuple souverain. Donc quand on le fait, vous pouvez demander à celui qui aura la responsabilité, l'un de vos pairs que vous choisissez dans cette plateforme-là, vous allez conduire ça et puis vous allez vous retirer pour ne pas être tenté d'orienter également cette réforme à garantir vos... Koupita Adamou, lorsque nous vous écoutons quand même parler, nous avons comme impression que vous parlez dans des suppositions, on peut, bon, mais de manière claire, parce que à l'état actuel, à l'heure actuelle, nous pensons que les élections sont dans moins seraient dans moins de 5 mois, c'est-à-dire que bon, si on suppose que ce soit au mois d'octobre, voilà, les élections seront dans moins de 5-6 mois, et s'il faille donc que l'opposition aille en rang unilatéral, c'est-à-dire qu'en rang unique, ayant un seul candidat, est-ce que le docteur au niveau de l'UDC est prêt à laisser à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la présidence? Vous savez, je comprends votre question. Ouais. Ça n'a jamais été la préoccupation du président Damdjoya d'être absolument le président d'une coalition quelconque de l'opposition. Mais nous sommes jaloux du respect des critères de choix lorsque ces critères-là appliqués aboutissent au choix du docteur Damdjoya. Nous voulions tout simplement que les autres le respectent. C'est ça qui donne l'impression qu'il ne s'est jamais autoproclamé. D'ailleurs, si vous observez sereinement la scène politique camerounaise, ce que l'UDC a déjà fait en termes concrets, dans le sens de la fédération de force et d'expérience des partis politiques, il n'y a aucun autre parti qui ait pu faire cela. En 2007, l'UDC a renoncé à une potentielle victoire dans le Vouri pour demander à ses militants de soutenir le président du mouvement progressiste, M. Jean-Jacques Ekindi. Et nous l'avons amené à l'Assemblée nationale. On a pu le faire. Alors, en 2013, nous avons dans le cadre du pacte républicain, même si les uns et les autres ne l'avaient pas soutenu, même le CPP qui n'avait pas signé le pacte républicain, c'est grâce à l'UDC que le CPP a des conseillers municipaux, que Mme Kawala est conseillère municipale à la mairie de Douala 1er.
nous l'avons fait. C'est-à-dire que quand on s'organise, on se dit, la pertinente observation, c'est qu'il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui puisse compétir dans toutes les circonscriptions du pays, s'agissant par exemple de législatives ou des élections municipales. L'étude menée par Elie Bilobé démontre que lorsqu'on va aux élections municipales, le RDPC a au moins déjà 30% des communes gagnées sans concurrence. Sans concurrence, oui. Donc cela, c'est important, c'est suffisamment interpellateur. Donc l'UDCC dit, bon, mettons-nous ensemble dans le but de ne plus laisser le RDPC gagner tapis vert. Mais qu'est-ce qui coince finalement Ce qui coince, ce sont les égos. Ce sont les problèmes de l'ego. Parce que vous avez vu là, dernièrement, nous avons le dernier mouvement politique en date, c'est la convention du MSC. Et tout le monde, vous avez suivi le discours du président Kamto. J'en parlais hier dans une radio, je disais que non, c'est un peu maladroit que de dire aux gens, voilà, je vous tends la main, venez parce que je suis la personne qui va marquer le pénalty attendu. Donc quand on le dit comme ça, c'est beaucoup plus pour susciter des frustrations. Et des frustrations qui vont donc amener les gens... C'est chercher à imbéciliser les autres partis, c'est ça? Demandons aux gens, je suis investi dans mon parti comme candidat, et je suis disposé à ce que les autres candidats qu'on se mette ensemble pour voir ce qu'on pourra faire et la personne qui pourra conduire à la victoire de ce que nous aurions entendu faire. C'est comme ça que ça se passe. Il n'est pas question ici de développer des égos généralement surdimensionnés, parce qu'il y a ça comme l'une des véritables causes des échecs des tentatives de la dynamique unitaire de l'opposition en 92. Il y a eu ça et les gens ont entendu le discours du genre. Ce sont les rivières qui se jettent dans le fleuve et non le contraire. Le camion ne peut pas venir se faire porter dans le taxi et ainsi de suite. Donc il y a des expressions comme ça et nous avons l'impression que ça ressort, ça rejaillit. On ne peut pas dire je suis le plus fort et puis je demande aux gens de venir s'aligner derrière moi. Ça ne se fait pas. Il faut, si on est suffisamment fort, si on a besoin des autres, c'est qu'on est conscient qu'on ne peut pas seul. Et il faut donc avoir un discours véritablement fédérateur, susceptible de mettre les uns et les autres en confiance qu'ensemble, chacun pourra s'exprimer et ensemble, on choisira librement le plus méritant le moment venu pour pouvoir conduire à la victoire. Et je pense que ce qui est le déterminant dans ça, c'est la période. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on viendrait s'aligner derrière quelqu'un pour qu'il fasse un mandat de 7 ans. Il faut dire, mettons-nous ensemble pour que ce que les RDPC refusent de faire, que nous gagnons pour le faire. Dans une période transitoire, maximum après un consensus, 2 ans, bien 3 ans. Et après ces 3 ans, il y aura libre concurrence de manière à ce que le plus convaincant aux yeux du peuple soit élu président de la République et gère son mandat ordinaire. Alors, amis téléspectateurs, vous êtes en train de regarder cette émission. Sachez tout simplement que vous êtes en direct de la Canody Télévision. Aujourd'hui, c'est le 22 avril d'année 2018. Alors, vous pouvez également participer à cette émission en nous envoyant directement vos différentes contributions par le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran à la maison. Voilà, Fabien Sigana, président du MOREP, qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que nous avons essayé de prendre la peinture selon laquelle il y a un mouvement, le mouvement Athénas 2018 de Jean-Marie Florent Zana qui voudrait mettre sur pied, qui a pris l'initiative de mettre sur pied des primaires pour des élections présidentielles. Ça veut dire que des partis d'opposition essaient de s'affronter pour pouvoir sortir au travers de là un parti qui représenterait toute l'opposition. Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle? Je ne sais pas si c'est encore possible, parce que cette initiative, c'est moi qui l'ai eue, le MOREP. Elle date de près de 4 ans et elle a été suivie par une ONG camerounaise, une jeune association appelée Columbus, qui était un petit peu faible financièrement et autres. Et ils ont été suivis encore par une autre qui s'est créée aussi, qu'on appelle A18. Et j'avais dit à l'époque, moi, il n'y a pas de devin, il n'y a pas de messie. S'il faut avoir un candidat unique, ce n'est pas parce que je m'appelle tel que c'est moi le candidat unique. Il faut qu'on aille aux primaires grandeur nature ici.
Et beaucoup, ils ont trouvé, il y en a qui ont dit, oh non, mais comment ça va s'organiser? Je dis, mais non, ça c'est l'hypocrisie. Parce que quand moi je m'engage, dans l'idée, il faut d'abord être d'accord sur le principe des primaires. Et maintenant, vous participez en tant que les partis qui sont d'accord pour le principe, pour mettre une structure en place ou une organisation en place pour réaliser donc, cet objectif. Mais chacun dit, oh bon, vous dites que, mais qui va organiser, mais qui va faire ceci, mais qui va faire cela. Ça veut dire qu'on trouve toujours un problème pour qu'il n'y ait pas. Et moi, j'avais dit que jamais, jamais, et jusqu'à aujourd'hui, je ne serai derrière aucun candidat s'il ne m'a pas battu aux primaires. Vous ne serez derrière aucun candidat. S'il ne m'a pas battu aux primaires. Ça veut dire que c'est déjà peine perdue, hein, les primaires au Cameroun. C'est peine perdue. Ça veut dire qu'en ce moment, ces jeunes-là de A18 disent qu'ils vont toujours organiser. Moi, je leur ai dit que même si vous organisez en juin ou en juillet, je vais pas, même si je suis le seul candidat, et au passage, c'est un petit peu stratégique, parce que je vais faire ma campagne, avant la campagne, la vraie campagne, je vais la faire à travers le Cameroun, puisqu'ils sont déjà reconnus par l'administration comme une association qui est là pour organiser les primaires. Moi, ça me fait une très bonne occasion pour faire une tournée en tant qu'un candidat à la primaire, même si je suis le seul. Parce que je sais que la plupart, ils vont fuir, ils ne vont pas venir. Mais est-ce que, Fabien Asigana, vous n'êtes pas là dans les rêveries? Est-ce que vous n'êtes pas là dans les nuages? Vous estimez que un individu, vous pouvez partir et par coup de chance, par coup de baguette magique, vous aurez l'accord de tous les Camerounais qui vous votent parce que vous avez accepté d'aller au primaire? Premièrement, je vais vous dire quelque chose. Dans mon département, la Léquier, je prends même déjà... à chaque fois, il y a toujours eu une seule liste, la liste du RDPC. Moi, ils ont rejeté ma liste aux législatives et ils ont rejeté ma liste aux municipales. Aux législatives, ils ont prétendu que je n'ai pas de femme titulaire dans ma liste, alors qu'article 151 alinéa 3 dit que quand vous composez, il faut tenir compte du genre, point. On ne demande pas s'il faut qu'elle soit titulaire ou suppléante, ça ne dit pas ça. C'est pour ça que je parlais de la cour et les CAM qui sont caporalisés. Et ils ont rejeté. Et au municipal, vous savez comment ils ont rejeté? Ils ont rejeté en disant que moi, qui ai payé les cautions pour tout ce qui était à l'arrondissement de ça, que moi je suis allé payer ma caution 2 jours après la date. Et effectivement, il y avait une caution, je suis le seul en République du Cameroun qui a payé 2 cautions. Comment ça? Ce qui est sûr, c'est que Elecam a sorti une caution qui ne... Puisque moi j'avais la liste de tout ce que j'ai payé leur caution. Or, on me sort une caution, entre guillemets, que je suis allé payer. Ça veut dire que quelqu'un est parti s'amuser à aller payer 50 000 francs et aller déposer comme ma caution qui était en retard. Ça veut dire qu'à Elecam, il y avait 2 cautions là-bas, en mon nom. Au nom de Fabien Asigana. Vous comprenez? Et ils pensaient qu'en prenant un petit comme Denise Emilien, ils allaient l'écraser, mais ils se sont rendus compte que même si c'est un vagabond, qui est contre le RDPC, il va être battu. Il va être battu. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui disent que oui, le RDPC est implanté partout. Le RDPC est battu à plate couture aux prochaines élections dans le département de la Léquier. Je vous le dis. Vous comprenez? Donc on ne rêve pas. Ce n'est pas un langage, Fabien Asigana, ce n'est pas un langage de télévision ou bien de Facebook que vous nous tenez là. Ça veut dire que vous restez, vous dites que quel est le travail de manière concrète que vous faites dans le terrain? Non. Si je suis ici, les gens m'ont dit qu'ils racontent ça, mais ce n'est pas vrai. Moi, je vous donne rendez-vous en septembre, c'est tout, septembre, octobre, quand il y a les élections. Je n'ai pas besoin de venir prouver ici, mais je vous dis que les prochaines élections législatives et municipales, le RDPC est battu dans la Léquier. Et ils le savent, dans ma Léquier natale. Et vous le verrez bientôt quand on va commencer à faire les mouvements. Fabien Asigana, je vous crois sur parole vivement. Non, je ne veux pas que vous me croyiez. Je vous donne une information et dites-moi seulement, let's wait and see. Non, Fabien Asigana, je vous crois sur parole vivement que cela aille. Mais quelles sont vos différentes sources de financement? Nos différentes sources. Pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir haranguer, pour pouvoir sensibiliser. Moi, j'ai mes propres sources personnelles que je suis en train de vouloir mettre en jeu pour le bien d'abord de ma Léquier natale et pour le bien du Cameroun. Vous serez candidat aux élections présidentielles? Je serai candidat à la présidentielle. Et je vais vous dire sans passer par les primaires? S'il y a les primaires, je passe par les primaires. S'il n'y a pas les primaires, je serai candidat. Okay.
Et il y en a qui disent, oh, il n'a pas de conseillers, d'élus, et ceci, cela. Mais la loi ne dit pas qu'il faut seulement avoir des conseillers. Il y a d'autres aspects où on peut devenir candidat. Et je travaille là-dessus, c'est tout. On peut faire l'état des lieux du MOREP. C'est vrai que nous ne parlons pas du MOREP de manière exclusive ce soir, mais est-ce qu'on peut quand même savoir, le MOREP à ce jour compte environ combien de membres? Vous savez quand même, vous êtes quand même le président, pour nous donner de manière je vais vous dire quelque chose. survolée. Vous savez, je ne fais pas... Le MOREP n'est pas un parti comme les autres partis ici où il y a un président, il y a le vice-président, il y a 50 vice-présidents, il y a le président. Donc vous êtes ceux qui pensent nous, voici comment fonctionne le MOREP. Je vais vous expliquer. Et... Vous me posez la question, suivez la réponse. Oui. Le MOREP, voici le MOREP fonctionne. Ça veut dire que le MOREP vend son idéologie et le MOREP investit les candidats. Ça veut dire que nous avons un projet que nous vendons et nous investissons les candidats qui vont aller appliquer Nous, on ne fait pas. Il y en a qui ont 14 milliards pour aller faire les réunions. Vous financez les candidats. Ok, merci Fabien Sigana. Koupita Damou, vous avez tantôt dit, vous avez fait la peinture sur laquelle l'UDC n'était pas dans cette posture de pouvoir toujours être la tête à tout prix. Voilà, lorsque nous essayons quand même de devenir à l'état actuel. Vous êtes un homme politique avéré, aguerri, érudit, qui a beaucoup d'expertise. Lorsque vous essayez quand même de faire la lecture politique de notre pays au niveau de l'opposition, je vais citer un ou deux noms, ou bien trois noms, qui font actuellement parler d'eux dans le paysage politique camerounais. Si on parlait par exemple de Yoshua aussi, il a quand même une bonne posture d'être un bon représentant, un bon leader de l'opposition. Personne ne le nie. Personne ne nie les aptitudes du compatriote Yoshua aussi. Nous avons d'ailleurs félicité sa brillante élection comme candidat du social-démocratique Front dans le cadre du congrès qu'ils ont tenu dernièrement à Bamenda. C'est important de le dire. Et je crois que Joshua aussi a la réputation d'appartenir à la tranche d'âge de jeunes du pays. Il est dynamique, il est un élu du peuple, il est un homme politique, je crois, suffisamment clairvoyant. Bon, il y a d'autres qualités qu'il faut également voir, l'expérience d'homme d'État et tout. Il y a d'autres qu'on peut également trouver à son passif. Mais je pense qu'il a toutes ses chances. Prenons notre candidat, celui qui fait également le beurre ces derniers temps, c'est Cabral Libi. Cabral Libi... Mais vous savez, Cabral Libi, c'est un ami à moi, c'est un jeune, c'est un petit frère. Je crois que je suis parmi les gens qui l'ont amené à faire de la politique parce que Cabral intervenait de temps en temps comme quelqu'un de médias, comme universitaire. Nous avons essayé d'amener Cabral dans le cadre des journées républicaines de réflexion et d'échange à l'UDC, où le président Damouya avait fait de lui consultant permanent qui pouvait venir soit comme panéliste, soit comme personnalité spéciale, personnalité ressources. Je crois que de plus en plus, à un moment donné, on a commencé à croire qu'il avait pris l'adhésion à l'UDC. Ce n'était pas ça. Nous, on sait utiliser les gens par rapport à leur technocratie et tout. Bon, finalement, il a engagé un mouvement pour donner du tonus à l'inscription des jeunes sur les listes électorales à travers le mouvement 11 millions d'électeurs. À partant de là, il a vu qu'il a suffisamment le rat avec le phénomène Macron, il peut nourrir des ambitions. Chacun a le droit de le faire. Mais moi, je lui ai dit, avec M. Okol, qui est son conseiller à la communication, je dis qu'à mon humble avis, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour se mettre au front pour exercer ce qu'on aura. Vous voulez parler d'immaturité? Il est immature? Je crois que Cabral a des grandes qualités, mais Cabral doit encore suffisamment apprendre. Il y a encore beaucoup de choses qu'il doit apprendre pour espérer être... Apprendre auprès de qui? C'est pas forcément auprès son expérience sur le terrain. Son expérience sur le terrain, c'est ça. Il faut chercher déjà à se faire élire dans des autres institutions et s'intégrer pour commencer à prendre le pouls des réalités. Il y a une chose de lire les théories dans les amphithéâtres
Il y a une chose de lire dans les livres et tout, mais il y a d'autres choses d'être au front, d'être à l'époque de la réalité. C'est ça. Je conseille. Pour moi, la candidature de Cabral en 2018 serait prématurée. Le phénomène Macron, lorsqu'on fait le rapprochement entre Cabral et Emmanuel Macron, en dehors de l'âge qui est approximativement le même, il n'y a pas un parcours qui soit comparable, s'agissant de la carrière politique d'Emmanuel Macron et de notre ami Cabral Libye. Donc il a de la qualité, il est dynamique, mais il faut qu'il comprenne qu'il y a un temps pour se préparer. Qu'il prenne encore le cahier, le bic. C'est important que la fonction, vous dites qu'il faut qu'il prenne encore le cahier, présidentielle, c'est pas vraiment la blague. Ok, la troisième personnalité, ou bien le troisième personnage, c'est Maurice Kamto, le professeur. Oui, le professeur Maurice Kamto a cet avantage d'être un professeur de droit qui a montré ses preuves tant sur le plan national que sur le plan international, notamment avec la négociation du conflit de la péninsule de Bakassi et autres. C'est également quelqu'un qui s'est frotté aux réalités de la haute fonction de l'État en tant que ministre délégué. On peut dire qu'à ce titre-là, il a un minimum d'expérience pour avoir été au front de réalité de l'exercice du pouvoir. Est-ce que c'est suffisant, d'autant plus que nous connaissons quelle est l'étroitesse de la marge de manœuvre laissée au ministre délégué dans le gouvernement national. Donc ça également, il faut comprendre. Mais sur le plan purement politique, je crois qu'il y a encore des appréhensions par rapport. On lui reproche ces derniers temps, dans la gestion interne du parti, une sorte d'ethnofascisme et autres, je ne sais pas, si c'est la réalité. Que le RSC est devenu le parti des Bahames. Alors, il y a également, et je rappelle ici que pour la première élection multipartiste au Cameroun, l'UDC a eu des conseillers municipaux à Bahames. Je crois que Maître Kenyipo Campé à son âme était conseiller municipal de l'UDC à Bahames pour la première participation à l'élection en 2016, au moment où le professeur Conchou était le tout-puissant ministre de la communication du système BIA. Donc c'est important de le dire. Et l'RMC n'a pas pu avoir de conseiller municipal à Bahames en 2013. Donc je crois que également sur le plan de langage politique, du discours politique, de la communication politique, il y a beaucoup de choses à améliorer autour du professeur Maurice Kamto pour qu'on comprenne qu'il y a une maturité à pouvoir être l'homme de la situation par rapport aux défis qui se posent au Cameroun. On a parfois l'impression, la première communication haute qu'il a pu avoir à Canal 2, par exemple, il était tergiversant sur des sujets forts que le président Asigana venait d'ailleurs d'évoquer ici, le franc CFA, l'homosexualité, on était tergiversant. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de choses à corriger et comme c'est un être humain, nul n'est parfait. Il ne doit pas tirer au pénalty, c'est ce que vous dites? Je ne peux pas dire qu'il doit le pénalty doit être tiré par le professeur Maurice Kamto. Bon, dites non? Ça c'est ce qu'il a dit. Oui. Ça c'est ce qu'il a dit. Et je dis, dire comme cela, c'est donner de l'affirmation à ceux qui pensent qu'il y a une sorte d'exhibitionnisme de la folie de grandeur. Il y a une sorte de folie de grandeur qui ne peut pas faire prospérer la fédération des gens autour de Maurice Kamto. C'est important de le dire. Okay. Autosuffisance, le discours d'homme situé, ce n'est pas propice dans le contexte actuel. Ok, c'est bien compris. Un minimum d'humilité. C'est bien compris. Nous avons sorti de ce sujet très rapidement avec vous. Nous commençons par vous, Fabien Asigana. Nous allons essayer quand même de continuer dans le même exercice. Nous avons cité quelques personnages. Nous n'allons plus citer ceux que nous avons déjà cités. Nous avons cité quand même deux ou trois autres personnages. Je vais parler par exemple d'abord de l'impact ou alors de l'influence des réseaux sociaux pour la prochaine élection. Je pense que c'est important, les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens commencent à le comprendre. Même Maurice Kamto dont vous avez parlé là, hier ou avant-hier, il est passé dans, c'est quoi ça, quelque chose dans le net. Tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, les gens qui sont les plus engagés politiquement, ils surfent, ils sont dans les réseaux sociaux. Et je vous dis, moi particulièrement, je suis très attaqué là-bas, mais ça m'a fait connaître
Comme Mohamed Ali disait que le boxeur qui est décédé perd son âme, il disait, vous savez, quand je fais un combat, il y en a qui viennent pour voir comment on va me casser, pour une fois on va me casser la gueule. Et il y en a qui viennent pour voir comment je vais encore gagner, mais tous payent l'entrée. Donc, ce qui fait que mais tous payent l'entrée. Alors, donc, je dis c'est très important et c'est dommage pour certains leaders politiques qui n'arrivent pas, ils ne savent pas utiliser cet outil-là. Et je pense que l'outil est très important. Okay. Nous avons, comme cette semaine qui est en train de s'achever, une espèce, tout au long de la semaine, l'acharnement à l'endroit du personnage du professeur Maurice Kamto. Et je voudrais parler, par exemple, quelle figure, quelle image avez-vous du professeur ou alors du docteur Mathias Eriko Nangini, un homme trop engagé, mais qui ne décline pas. Vous savez, vous venez de dire un mot là, acharnement. Moi, je ne vois pas où est l'acharnement. En fait, on a quand même beaucoup de... Il y a eu un congrès, attention, il y a eu un congrès. Ce n'était pas le congrès de l'UDC. Si c'était le congrès de l'UDC, ça allait être le boss. Le jour qu'il y aura le congrès du MOREP, ce sera le boss. Il y en a qui vont tirer dessus. C'était le congrès du MRC. Et il est normal que la semaine suivante, que les gens en parlent. Il y en a qui tirent dessus, il y en a qui soutiennent et tout ça. Là, c'est normal. Donc, moi, je ne vois pas d'où vient l'acharnement. Mais sauf que, je crois que mon ami Koupid ne l'a pas mentionné tout à l'heure, c'est que la faiblesse de Maurice Kamto, une autre faiblesse de Maurice Kamto, il n'a pas, non seulement qu'on prétend que le MRC c'est un parti d'intellectuels, vous voyez, il se démène tout seul. Hein. Il n'y a pas d'intellectuel autour de lui qui essaie de l'aider non seulement à mettre une stratégie communicationnelle, il est toujours tout seul là, et puis il y en a qui insultent les gens. Et ceux qui insultent des autres. Vous voyez, je vous prends, il a parlé des élections en 2013. Comment vous voulez qu'en 2013, il y a des vice-présidents, il y a tout ça là, il y a toute cette intelligence là. Le professeur Kamto lui-même est candidat dans le Fundi, aux législatives. Tous ceux qui sont au directoire, à part moi et Franck Hubert Akeba, tous derrière lui sur la même liste. Même si on dit que celui-ci est vice-président pour le littoral, l'autre est vice-président pour le nord, l'autre, mais c'est tout le monde qui est derrière lui sur la même liste. Il y en a qui fabriquaient même les cartes que, pas titulaire, suppléant du professeur Kamto. Il faisait des cartes de visite. Des cartes de visite suppléantes. Comment est-ce que moi, je peux venir, alors que j'ai la léquier, il faut d'abord commencer à une base. Regardez l'UDC, dans de Noun, il dit d'abord je suis chez moi. Et il prouve qu'il est chez lui, il gagne tout. C'est ça qu'il faut d'abord faire. Mais tu quittes, Baham, tu viens être député, puisque tu sais déjà qu'on va te battre et que tu as déjà la réponse que ça a été triché, comme on n'aime pas les Bamliqués. Comme le langage, hein, le langage de Koupit, là, il aime trop dire qu'on a triché. Non, il ne dit pas qu'on a triché parce qu'il est de... Continuez votre argumentaire, monsieur. Donc, quand je disais dans l'argumentaire, il se trouve qu'il s'est entouré des gens, premièrement, dont je doute de la capacité intellectuelle d'être au niveau pour discuter projet. Ils n'en ont pas. C'est lui seul qui se démène. Il n'y a personne autour de lui. Non, et ceux qui sont autour de lui... Nous voyons quand même une forte équipe communicationnelle. Moi, tout autour du professeur. Quelle forte équipe? Par rapport à quoi que vous dites qu'il a une forte équipe? Puisqu'il y a des gens qui répondent aux répliques. Il y a des gens moi, je ne vois pas. Moi, je vois sur les réseaux sociaux quelqu'un qui me dit que vous avez la haine du Kamto, ils vont même jusqu'à me donner des insultes. Mais dire que la réponse, quand vous critiquez ce que Kamto a dit, vous avez la haine de Kamto, ça c'est une équipe technique qui est autour de toi. Bon voilà, j'ai parlé du professeur. Quelle appréciation avez-vous de ces autres leaders qui ne sont pas les moindres, mais qui ne sont pas encore positionnés de manière claire? Je parlais par exemple du professeur, du docteur Mathias Eriko Nangini. Il est quand même un homme qui fait le poids. Mais il vous a dit qui il est. Il vous a dit qui il est. Il est un professeur, il est un analyste politique. Mais on veut le tirer dans la politique en disant que, parce que bon, il a fait Sciences Po. Il est normal que tu donnes ton avis sur l'actualité politique. Et quand il donne l'avis sur l'actualité politique, soit il est un bêtise, soit il est un RDP6 caché, soit il est ceci. Les gens ne sont pas capables de débattre les programmes. Ouais. Dès que vous dites quelque chose, vous dites donc, pour moi, Mathias Eriko Nangini, c'est tout simplement un politologue. C'est un gars qui donne son avis technique, que voilà. Et les autres ont cette habitude que dès qu'il donne l'avis, il est déjà un pion du RDP. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et c'est ça qui... Moi-même, quand j'étais au MSC, je disais au professeur, premièrement, il faut accepter
la confrontation même au sein du parti. Il ne faut pas que quand vous dites, et quand quelqu'un il contrarie, ça dit il n'accepte pas la contrariété. Et quand vous faites, on vous écarte, hein, je vous prends un exemple. Voilà, nous avons un seul et unique député, disons nous, quand j'étais là-bas. Ils ont un seul député. Lors du congrès, vous l'avez vu, il était quelque part dans la salle. Ouais. Tous les autres sont devenus vice-présidents. Le seul poste qu'il avait, c'est-à-dire communal, à Douala 3e, parce que c'est là où il est fort. Même ce poste-là, on le lui a enlevé. On le lui a enlevé et il s'est plaint amèrement. Okay. Vous comprenez? Voilà, donc il ne sait pas s'entourer des gars. Il n'aime pas... le chant. Il veut être le Dieu, tout simplement. Non, et les gens se mettent, ils font... Alléluia. Ok, nous tenons à rappeler que c'est vrai que nous avons posé notre sujet du débat, mais notre désir aurait été que les membres du MRC soient là. Nous avons essayé par plusieurs tentatives de les joindre. Malheureusement, la réponse a été négative parce qu'en réalité, d'aucuns ont trouvé que le débat avec des personnages, vous savez, maintenant, certains panélistes ne préfèrent pas être dans le même plateau avec d'autres. Donc, du coup, ce qui a fait en sorte que des avis ou alors des accords que nous avions des uns des autres, ça a fait en sorte qu'ils ne soient pas là. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater qu'il n'y ait pas de représentants. Monsieur le Président de la République, si j'ai décidé de m'adresser directement à vous, c'est parce que prenant prétexte d'une utilisation nullement avérée par les forces gouvernementales syriennes d'armes chimiques, le président américain Donald Trump a décidé immédiatement d'attaquer la Syrie. Cette situation est d'autant plus désolante que vous-même semblez vouloir associer notre pays à cette nouvelle aventure guerrière avant même toute enquête indépendante, sans considération du droit international, de nos intérêts nationaux, de la vie de nos soldats et de la vocation historique de la France. Pourtant, tout comme l'agression contre l'Irak que la France sous la présidence de Jacques Chirac avait condamnée avec brio à l'ONU par la voix de son ministre des Affaires étrangères, notre pays est appelé à être lui-même, à faire entendre sa voix pour la justice et pour la paix du monde. À cette époque-là déjà, en 2003, souvenez-vous, Monsieur le Président, certains voulaient déjà nous faire croire à de prétendues armes de destruction massive. Nous savons aujourd'hui que cette injustifiable politique de la canonnière, digne de siècles révolus, était fondée sur un mensonge d'État. Un mensonge mis en scène dans les médias et jusque sur les bancs du Conseil de sécurité. Cette intervention que la France n'a pas pu empêcher a entraîné le chaos dans tout le Moyen-Orient et y a encouragé et armé l'islamisme. Les attentats que nous avons subis sur notre sol en sont la conséquence presque directe avec le développement de Daesh au fur et à mesure que s'affaissait l'État irakien. Le même scénario s'est reproduit avec la calamiteuse déstabilisation de la Syrie puis de la Libye à laquelle nous devons aujourd'hui la submersion de l'Europe par les migrants et l'extension du djihadisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Vous n'ignorez pas que ces erreurs géopolitiques ne sont jamais sans conséquences pour nous. Aujourd'hui, vos déclarations montrent que votre projet n'est pas humanitaire, mais strictement politique, puisque vous ne cachez même plus que votre intention quasi exclusive est de renverser le régime syrien. Vous nous ramenez aux heures sombres, où l'un de vos prédécesseurs, arguant de prétendues raisons humanitaires, annonçait vouloir renverser le régime Kadhafi. On sait où cela a mené. Je crois que c'est dans les crises que se juge la clairvoyance et le caractère de ceux qui nous dirigent, et plus largement, la qualité des hommes d'État. Qui peut croire qu'en ces circonstances d'une gravité exceptionnelle, la France, qui est un vieux pays, un pays qui connaît mieux que quiconque le prix de la guerre, puisse se laisser entraîner à de telles folies guerrières et accepter à la légère les rôles de caution politique et de supplétifs militaires. Les nations du monde ne nous ont pas fait l'honneur de détenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour nous aligner servilement sur la voie et sous la loi du plus fort. Au-delà de cette affaire syrienne, on ne peut que s'inquiéter de la tentation des dirigeants occidentaux à vouloir reconstruire un nouveau mur de Berlin comme s'ils étaient incapables de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Depuis 1989, le monde a changé. La menace ne vient pas d'États laïques du Moyen-Orient, ni de puissances européennes qui sont de potentiels alliés dans la lutte contre le terrorisme, mais de groupes ou d'États qui aspirent à imposer au monde, au Moyen-Orient, en Afrique ou même en Europe, la dictature théocratique d'un islam politique. Ce combat qui est le nôtre n'oppose pas les nations occidentales aux musulmans, mais le totalitarisme islamiste aux pays libres, qu'ils soient musulmans ou non. C'est unique que le monde libre viendra à bout de cette idéologie criminelle et de ses projets hégémoniques. Tous nos efforts
doivent porter à éradiquer Daesh et les groupes djihadistes, même lorsqu'ils usurpent le qualificatif de combattants de la liberté pour étendre l'idéologie islamiste. Nous sommes les héritiers d'une nation qui ne peut être elle-même, pour reprendre la phrase du général de Gaulle, que dans la grandeur. La situation exige que la France soit elle-même, digne de son histoire, digne de son rang, digne du rôle que les nations libres lui ont depuis par sa glorieuse histoire conférée. Monsieur le Président, si vous prenez la décision d'une attaque militaire contre la Syrie, vous en prendrez la responsabilité, devant la nation et devant l'histoire. Et apporte déjà au moins à 40% la solution d'apaisement. Parce que quelqu'un qui est fâché, il a d'abord besoin de se décharger. De sortir de lui la charge. On se décharge, on se décharge. Donc on se décharge en kidnappant des fonctionnaires d'État. Écoutez, franchement, je suis mal à l'aise en écouter ce genre de discours qui tendent à d'un côté contre l'autre. Quand on parle de kidnapping, il y a également de tirer de part et d'autre. L'armée tue au même titre que ces sécessionnistes le font. Nous condamnons un camp comme l'autre. Même si nous disons, et ce n'est pas l'armée que nous condamnons, c'est ceux qui commandent l'armée, qui leur donnent l'ordre de descendre sur le terrain pour des mesures répressives que nous condamnons. Parce qu'à un problème politique, il faut une solution politique. Et la solution politique passe autour de la table du dialogue. Le problème anglophone, de la crise anglophone, est un problème qui aurait trouvé facilement solution si au départ le gouvernement n'avait pas brillé par un orgueil époustouflant, par un orgueil provocateur, par une insuffisance de minimiser ou même de stigmatiser ceux qui exprimaient le problème anglophone. Vous venez de citer ici, parmi des mesures, le fait qu'on ait confié 2 ministères de souveraineté aux anglophones dans notre pays. Et je vous ai dit que cela est véritablement paradoxal. Parce que celui qu'on a mis à l'administration territoriale est même l'une des personnalités qui ont contribué à envenimer la situation. Quand on disait qu'il y a le problème anglophone, entre autres l'absence d'un ministère de souveraineté géré par les anglophones, lui il est sorti dit qu'il n'y a aucun problème anglophone. Et que les anglophones étaient au centre de la prise de décision dans le pays. Maintenant, quand on trouve que au fur et à mesure que le ciel s'éclaircit, on trouve qu'il y a quand même quelques pertinences dans ce que les anglophones revendiquaient. C'est à lui maintenant qu'on confie le ministère de souveraineté. Or, pour lui, l'absence de ministère de souveraineté entre les mains des anglophones n'était pas un problème, parce qu'il a exprimé ainsi. Madame qu'on a envoyée aux enseignements secondaires est également l'une des personnalités qui ont contribué à envenimer la situation, puisque à l'université de Boya, c'est elle qui a amené les militaires taper et embouber les filles là-bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a enlevé là-bas pour l'envoyer comme PCA à Douala. Seulement finalement, ceux qui ont contribué à agréer c'est eux maintenant qu'on envoie au gouvernement comme des gens qui doivent être mis au front pour apporter des solutions. Conséquence, pour eux, comme ils avaient au départ opté pour la répression comme solution, pour ne pas se contredire, ils doivent persévérer dans ce discours de répression et de violence, croyant que ça va approuver la chose. C'est pour ça que moi je suis pessimiste et mon parti, avec moi, de dire que l'UDC pense qu'on ne trouvera jamais de solution. On ne trouvera jamais. C'est une manière de perpétrer la crise. Regardez ce qui s'est passé partout où il y a la guérilla, en Casamance, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé en Centrafrique. Mais finalement, c'est autour de la table du dialogue qu'on enterre la hache de guerre. Si c'est autour de la table de dialogue qu'on enterre la hache de la guerre, il faut qu'on se retrouve autour de la table pour empêcher, pour éviter la guerre. Parce que le seul fait que le Cameroun perde un soldat, c'est énorme. Le seul fait que le Cameroun perde un civil, un fils du Cameroun, parce que venant attaquer l'armée ripostant lui a ôté la vie, c'est énorme. C'est des pertes incommensurables dont on ne trouvera jamais véritablement de remplacement. Et pourtant, la politique, si elle était mise en exergue dans cette situation, qui est une situation de problème politique, on aurait épargné des vies humaines. On aurait épargné des dépenses énorme en termes de frais d'entretien des soldats qu'on a envoyés là-bas, de frais d'achat d'armes qu'on utilise là-bas, et même la souffrance de ce peuple qui se retrouve contraint à un exil interne. On dénomme déjà à Banga,
près de 400 personnes qui ont fui le PLM. À Chang, on est près de 600 personnes qui dorment à la Belle Étoile parce qu'ils fuient des exactions de sécessionnistes et de l'armée dans leur village, dans leurs localités respectives. C'est véritablement dommage. C'est vraiment dommage. Fabien Asigana, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Je suppose que de par la souveraineté de l'État, du peuple, que vous soyez investi, vous soyez élu président de la République du Cameroun. Alors, vous, président de la République du Cameroun, Fabien Asigana, comment est-ce que vous pensez que vous pourrez sortir le Cameroun de cette crise dite anglophone? Moi, je vais exprimer... je suis diamétralement opposé à mon ami Koupit et à la pensée de l'UDC, qui est que le gouvernement a provoqué, et comme le gouvernement a provoqué, les gens ont le droit de tuer. Non. Ah non, les gens souffrent. Est-ce qu'il a dit que que les gens ont le droit de tuer? Je crois que sa chute... Non, je n'ai pas dit qu'il a dit qu'ils ont le droit de tuer. Il justifie les tueries parce que le gouvernement, à cause de la malgouvernance. Ouais. Et je dis, il n'y a aucune malgouvernance qui autorise les gens à apporter les armes, à tuer, à empêcher les enfants d'aller à l'école. Que le gouvernement fonctionne bien ou pas, nul n'a le droit d'empêcher un enfant d'aller à l'école. Ça, il faut condamner ça fermement. Nul n'a le droit de tuer, ou même si c'est un civil servant, comme eux-mêmes ils le disent, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État, c'est un monsieur, un père de famille, vous le tuez parce qu'il est peut-être sous-préfet ou... Malgré le fait que les gens se sentent marginalisés. La marginalisation, tout le monde se sent marginalisé. La Léki vote 100%. Paul Biya, mais il n'a rien fait dans la Léki. S'il fallait que les États prennent aussi les armes parce que nous nous sentons marginalisés. C'est tous les Camerounais qui se sentent marginalisés par rapport à cette clique-là qui gère ce pays. C'est eux le problème. Vous êtes déjà arrivé de dire que voilà un Bamenda, hein, vous. On dit que je suis mangeur de savon, où est le problème? Si je dis Bamenda, où est le problème? Quand un Bamileke m'appelle quoi? Où est le problème? Quand j'appelle Bami, où est le problème? Mais ça, c'est des trucs on se dit ça tout le temps. Est-ce que c'est un problème? Donc si je dois prendre les armes parce que quelqu'un m'a appelé manger de savon, que les États sont 15 minutes de folie. Non. Il faut dissocier l'argumentaire. Nous parlons ici... Mais quand on dit appelle quelqu'un Bamenda, où est le problème? Comment est-ce que... Moi, j'appelle les gens Bamenda. Moi, j'ai mes beaux-frères qui sont Bamenda, si tu veux. Voilà, vous avez les faits que vous appelez Bamenda. Nous avons posé une question qui est claire. Ne nous tournez pas en bourrique. Alors, nous avons posé la question qui est claire, c'est de savoir, vous, président de la République, comment est-ce que vous allez gérer avec impartialité la crise anglophone au point où nous puissions trouver une sortie quand même assez reluisante? Non, parce qu'il y a déjà même... Quand vous dites toujours le problème anglophone, bon, voilà, vous avez dit la crise anglophone, ça c'est vrai. Mais je dis que ce qu'il faut faire, c'est réaliser. Réaliser quoi? Maintenant, il y a un ministère de la décentralisation. Il faut vraiment qu'il fasse le travail. Est-ce que c'est le ministère de la décentralisation qu'on attendait ou bien? C'est le ministère de la décentralisation. Vous m'avez posé la question que 6 mois président. Oui. Je dis, bon, il y a un ministère de la décentralisation. Ce ministère doit effectivement faire le travail de la décentralisation pour donner une certaine autonomie, une certaine possibilité, capacité de gestion, d'autogestion par les localités. Il faut ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut des grands projets. Il ne faut pas concentrer les projets entre Douala, Yaoundé et Kribi. Il faut amener les... Moi, en ce moment, je suis dans un projet au sud-ouest. On a même des problèmes parce qu'on a toujours peur d'aller là-bas sur le chantier, qu'on peut être enlevé et tout ça là. Il faut des projets. Depuis qu'on a repris Bakassi, il y a 1 million de projets pour développer Bakassi. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Mais il faut développer. Vous comprenez? Donc quand les gens voient, les gens ne sont pas bêtes, quand les gens voient, et je vous dis, ceux qui utilisent les armes, ce sont des criminels, ce sont des terroristes, parce qu'ils profitent donc du fait que moi je suis fâché, hein, pour dire que oh, c'est nous tous qui sommes fâchés, on veut l'embassonner. Quand on dit de discuter, vous discutez avec qui? Moi j'ai lu, il s'appelle le ministre de l'information, Chris Anu. Il a dit que la seule discussion qu'il y a avec la République, c'est s'asseoir pour
pour mettre sur pied un programme de séparation à l'amiable. C'est de ça qu'ils veulent discuter. Et vous voulez que un gouvernement, un État aille discuter, même aux États-Unis, il y a eu la guerre de sécession. Le général y a perdu, on lui a dit non. Il y a eu les armes. Et il y avait une union, comment on appelle, à Casamance. Quand vous avez parlé Casamance, ils ne veulent pas. Mais on dit que non, vous ne pouvez pas. Vous apportez un vocable, vous parlez de la sécession, vous nous parlez. Nous avons pensé. Mais ils veulent la sécession. Déjà, non, au départ. Non, attendez. S'il y avait l'effectivité. Mais vous êtes en train de dire que vous êtes en train de vous m'avez demandé 6 mois président de la République. Oui. Et je vous dis donc ce qu'il y a à faire. Et vous me dites pour dire que s'il y avait, mais il n'y a pas eu. Maintenant, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit, il faut développer. Parce que les gens là-bas, comme chez moi dans la Léquée, comme à l'extrême nord, veulent le développement. Ils ne veulent pas les discours. Ils veulent le développement. Quand les gens voient le développement, personne n'est plus frustré. Vous pensez qu'à l'état actuel, développer même le sud-ouest, le sud et le nord-ouest sera facile? Est-ce qu'il n'y aura pas des questions d'enlèvement? Mais je peux vous dire qu'il y a des efforts de développement qui sont en train de se passer en ce moment. C'est vrai que je ne suis pas avec le régime, mais quand quelqu'un il fait des efforts, il faut reconnaître les efforts. Et il faut éviter d'envenimer en disant toujours que s'ils savaient, c'est parce qu'ils ont fait ceci que bon, c'est normal que les autres se fâchent et qu'ils prennent les armes. Nul ne peut prendre les armes dans un pays qui veut vivre en paix sous prétexte que je suis marginalisé, sous prétexte que on ne fait rien chez moi. Non. Vous ne pouvez pas prendre les armes. Il faut condamner ça fermement. Les gens, là, les terroristes qui se cachent au Nigeria. Je suivais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est là, mais où l'un de ceux qui ont, quand il y a eu la bagarre l'autre jour, là, hier ou avant-hier, là, le chef du commando, c'est un Biafrais, un Nigérian. Un gars m'a dit qu'il est mince et lancé brun. On dit que c'est un sauvage. Lui, il est gorge lui-même. Et c'est ça qu'il faut condamner fermement. Quel que soit le régime, l'UDC, le MOREP, le MSC, nous nous battons tous pour faire tomber ce régime. Et lui-même, il a dit tout à l'heure que ça prendra le temps que ça prendra, on va le faire tomber. Mais ce n'est pas une raison pour dire que, à cause de ça, il est normal. Je dis qu'il n'est pas normal que les gens prennent les armes pour tuer. Oui, voilà, je sais, vous allez me dire que de manière claire, le MOREP a pris position par des déclarations qu'il fait de temps en temps. C'est ce que vous dites par rapport pour la résolution. C'est vrai que moi, je dis, vous n'êtes plus président. Je dis en tant que président du MOREP, en tant que président du MOREP, de manière claire, en tant que président du MOREP qui n'est pas au pouvoir, je dis que je condamne les actes de terrorisme. Et je dis qu'en tant que membre de l'opposition, je veux qu'on amène, que nous, on essaye de voir comment faire tomber ce gouvernement. Même si Biya, puisque nous allons à rang dispersé, qui reprennent, il a donné un exemple tout à l'heure. Ils ont fait élire Ekidi Adouala comme député. Mais qu'est-ce qui empêche que partout où il y a une forte colonie, par exemple, dans la Léquée, s'il y a, je sais par exemple, dans la Léquée, les gens du Noun, ils sont pleins au bas et à ça. Pourquoi ils ne leur donneraient pas? Et ça, je vais discuter avec eux. On dit que nous devons arracher la Léquée avec l'apport de tous les autres. Et là où nous aussi, on est, je vous dis par exemple à Douala, nous avons une forte communauté étonne du côté d'un colonel et tout ça là. S'ils ont un candidat là-bas, nous on est capable de dire que votez aussi pour lui. On peut le faire. Et si aujourd'hui là, s'il y a sur les 180 députés, l'opposition a une centaine de députés, pour bien une minorité, on ne peut plus gérer. Il ne peut plus rien commander. Donc vraiment que vous avez dit que si vous mettez en synergie parce que... Et on va le faire. Moi je vais leur proposer. Parce que c'est que dans la Léquée là, il y a Madame Marie-Jean Labéga qui est également un concurrent de poids qui était à la tête des listes. Hein. Vous secouez la tête? Bon, vous était tête de liste. Ok, je lui donne, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant nous sommes en train de cheminer progressivement à la fin de cette émission. Koupita Damou, peut-être pour sortir de manière claire de ce sujet, nous sommes donc là, nous constatons qu'il y a toujours des enlèvements. Si nous essayons de prendre vos propos liminaires ici, vous avez essayé de montrer comment il y avait une installation hier d'un sous-préfet et puis il était entouré. Pas le sous-préfet, le préfet du Lébialem. Oui, mais il était entouré, il y avait seulement comme... le gouverneur avait le gilet par balle. Voilà, donc
qu'est-ce qu'il faut faire à l'état actuel? Quelle peut être la potion magique pour apporter une espèce de paix dans ces différentes régions? Quelle est la stratégie à utiliser? Non, il faut que je dise d'abord que l'UDC est un parti réputé pour la non-violence. Ouais. Nous condamnons les actes de terrorisme. Nous condamnons un pouvoir qui est toujours prompt à utiliser les moyens répressifs comme solution aux problèmes politiques exprimés par des citoyens, même si ces problèmes touchent à la forme de l'État. Pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. La forme de l'État peut faire, parce que lorsqu'on est confiant de la pertinence de ces arguments, on n'a pas peur, n'est-ce pas, d'aller à la confrontation des idées pour quelque sujet que ce soit. Ouais. Nous, à l'UDC, nous sommes pour l'État décentralisé, l'État unitaire décentralisé, et nous n'avons pas peur d'être autour d'une table de débat avec ceux qui pensent que le fédéralisme ou la sécession est la solution pour le développement. Ouais. Parce que nous savons que nos arguments le mettront véritablement en minorité et ils comprendront la pertinence que ce n'est pas le nom qui est important, c'est le contenu qu'on donne qui permettent aux différentes localités de prendre leur destin en main et de s'autogérer qui est important. Qu'on appelle ça fédéralisme ou décentralisation. Donc, je rappelle au président Asiga que ce n'est pas l'absence d'un ministère dédié à la décentralisation qui est fait que 22 ans après, on n'ait pas appliqué la décentralisation au Cameroun en maintenant l'hypocrisie d'État qui consiste à appeler région alors qu'on est toujours dans les provinces. Moi, je crois que pour ce cas précis, le cas de la crise anglophone, l'issue de sortie qui est incontournable, c'est le dialogue républicain inclusif. C'est demandé par la quasi-totalité de la classe politique camerounaise, c'est demandé par tous les partenaires extérieurs du Cameroun, c'est demandé par qui sont assis autour de la table pour ce dialogue. Les qui sont assis autour de la table, quand on parle inclusif, ça veut dire qu'il n'y a personne qui soit exclu. Ceux qui sont des animateurs... Ayoub Kabé Touzoukou est impliqué dans ce dialogue. Bien sûr. Ça veut dire je veux juste que vous répondiez. Oui, non, je réponds de manière opérationnelle. C'est-à-dire que vous voulez maintenant m'amener à m'exprimer sur l'opérationnalisation du dialogue républicain. Pour que ce dialogue républicain soit fructueux, il y a des actions préalables à mener. L'action préalable, c'est l'apaisement. Et l'apaisement consiste pour l'État à abandonner toutes les poursuites actuelles et de libérer les gens qui aujourd'hui sont sous procès dans le cadre de la crise anglophone. Et les convoquer maintenant autour de la table avec les acteurs extérieurs et intérieurs qui sont des ténors normalement des mouvements sécessionnistes qui sont des ténors du mouvement revendiquant le fédéralisme quels sont des ténors de mouvements maintenant l'État unitaire décentralisé comme nous à l'UDC, qu'on se retrouve nous tous et qu'on discute et qu'on dialogue. Le sujet sera quoi? Le sujet sera quoi? Le sujet principal? Non mais écoutez, le problème est là. L'ordre du jour, je voulais comprendre. Non, le thème principal. Le thème principal du dialogue républicain. Oui, c'est vrai. C'est la crise anglophone et le mal-vivre au Cameroun. Okay. Quelle solution pour sortir? Quand on le dit, on va donc diagnostiquer le problème anglophone à partir des accords de Kumban fondant la République fédérale du Cameroun. Comment on a acheminé jusqu'à arriver à la République unie du Cameroun, comment on est passé de la République du Cameroun à la République du Cameroun en 1984, ainsi de suite, et comment on en arrive aujourd'hui à une décentralisation qui reste théorie depuis 22 ans. Okay. On pourra en parler, et au sorti de là, c'est-à-dire que je vous assure que le fait pour ces gens de s'exprimer autour des institutions républicaines, dans le cadre des institutions républicaines, les ramène sur terre et va leur faire oublier l'option. N'oubliez pas, on fait comme si les velléités sécessionnistes au Cameroun sont nées en 2016. Je vous rappelle que c'est en 2003 que les anglophones ont saisi la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine à l'effet de revendiquer ce sécessionnisme en ressortant comme argument le problème de marginalisation des anglophones dans la gouvernance du Cameroun. Et je dis ici, et je rappelle au président Morel, que nous ne pouvons pas prendre le problème anglophone au Cameroun en le globalisant, disant qu'il y a des problèmes dans toutes les régions. Les deux régions anglophones constituent une entité autonome
qui était venu discuter avec les 8 autres régions constituées en une entité également autonome. Donc c'est différent de dire. Et il y a eu des accords, il n'y a pas eu un accord signé entre la région du Nord, du Sud, de l'Ouest, mais il y a eu un accord signé entre les citoyens originaires du Cameroun occidental, représentés par les 2 régions anglophones, et ceux du Cameroun oriental, représentés par les 8 autres régions. Quel est l'état du respect de ces accords signés au jour d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a là matière à réfléchir et matière à trouver solution. Quand on aura évacué cela et remettre les anglophones à la place qu'ils méritent, on va maintenant rentrer sur le problème de mal-vivre au Cameroun qui concerne tous les Camerounais et toutes les régions. On va trouver également la voie de sortie. Au sortir de là, il y aura des solutions politiques concernant la réforme des institutions, il y aura des solutions politiques concernant la réorientation de notre politique économique. Et je crois que tout le monde comprendra que on ne peut jamais mieux être ensemble. Merci Koupita Damout. Koupita Damout, pas Mout. Koupita Damout. Alors, Fabien Sigana, nous sommes à la fin de cette émission. Je veux dire peut-être une porte de sortie pour la crise anglophone. Des solutions. Une porte de sortie, c'est que les élections qui viennent là sont très importantes. Et il faut que, même si Biya prend la présidence, que l'opposition prenne le Parlement, et que tout au moins l'Assemblée, et que l'opposition prenne les institutions locales. Parce que c'est avec ça que, avec ou pas, nous pouvons gouverner quand même avec Biya. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas que, et je ne crois pas que, en s'asseyant, Chris Anouk et tous ces gens-là vont dire qu'ils vont déposer les armes. Aucun gouvernement. Vous êtes alors pessimiste. Vous êtes pessimiste. Non, je dis que l'État doit, c'est-à-dire un État de droit. Il dit que non, on ne discute pas avec les terroristes. Les gars ont dit que vous discutez pour... Vous n'êtes pas excessif là, Fabien. Vous n'êtes pas excessif. Mais l'État de droit, c'est l'État de droit. Et il faut que ces gens-là comprennent. Mais entre-temps, nous, les vrais, les Camerounais, les patriotes camerounais, nous tous, pas seulement le Morep, je dis avec tous mes amis, nous pouvons prendre ce pouvoir et apporter le changement. Mais ce n'est pas une raison que des marginaux, sous le prétexte que, parce que vous ne pouvez pas dire que oh, c'est parce qu'on nous gère mal qu'il faut prendre les armes. Non. En fait, comme nous tous. Donc, je dis tout simplement que, il faut que le gouvernement, au-delà de toutes ces réunions, de s'asseoir, il faut qu'on développe. Ok. Merci, Fabien Sigana. Couple d'amour, merci d'être venu. C'est moi qui me remercie de m'avoir invité. Ça a été un énorme plaisir de découvrir cette somptueux studio de production. Ok, nous parlons que vous serez toujours la bienvenue ici, toutefois que nous allons vous inviter. Alors, Fabien Sigana, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je pense que c'était assez instructif le débat. Et chacun a donné son avis, mais au finish, nous sommes tous des Camerounais et nous voulons la paix et prions pour la paix et battons-nous pour la paix. Et moi, je veux saluer mon frère d'abord, même si on n'a pas été d'accord. Je salue aussi et je salue le peuple. Ok, voilà, amis. L'avenir en confiance. Ok, voilà, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Dans le viseur plus édition de ce jour 22 avril d'année de grâce 2018. Si vous avez aimé, cela nous va droit au cœur. Mais si vous n'avez pas aimé, vous pouvez tout simplement de temps en temps nous faire vos différentes remarques. Nous sommes là pour revendiquer ou corriger le tir. Moi, je suis Serge Dimori, sachez-le, je vous aime bien, mais Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, lui, il vous aime mieux. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom.